y a 3 millions d'années, la Réunion naît d'un volcan et émerge au milieu de l'océan Indien. Difficile de soupçonner depuis la côte les remparts vertigineux qui abritent des trésors insoupçonnables. Son histoire a rassemblé différentes ethnies venues de tous les horizons au fil des siècles. Le métissage de la population s'est créé une culture originale, sans jamais renier ses racines. Là, il y a une transmission, il faut que les enfants, voilà, il y a une relève. Il y a une relève et les enfants, en grandissant, vont refaire pareil. Les premiers habitants ne sont arrivés sur l'île qu'au XVIIe siècle. Et ce n'est qu'en 1793 qu'elle prend son nom définitif, la Réunion. Un nom qui lui colle à la peau. Car dans ses veines coule du sang venu de 3 continents, l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Près de 900 000 habitants peuplent l'île et le nombre augmente chaque année. La belle métisse mélange sans a priori les gens et les idées pour former un peuple extrêmement diversifié. Par rapport à l'histoire, c'est le lion, le dragon, c'est ce qui apporte la prospérité aux familles chinoises, etc. Donc ouais, c'est une fierté. Qu'il fréquente la mosquée, l'église ou encore le temple, ces descendants de colons européens, d'esclaves africains ou d'immigrés asiatiques cohabitent en bonne entente. Au-delà de leurs différences ethniques et religieuses, tous parlent créole et partagent leurs traditions culinaires et culturelles. À l'occasion de la Réunion des danses, un festival multiculturel, les différentes communautés de l'île expriment leurs talents. Comme ici, avec une démonstration de danse du lion et de danse du dragon, symbole de la communauté chinoise. Une danse qui ne s'improvise pas. Incline, maintiens le dos. Incline, là. Bras, semi-fléchi. Regarde devant. Bon. Tu fais quoi là? Alexandre Chan Nangchuk perpétue les traditions de ses ancêtres chinois en donnant des cours de danse du lion. Chaque vendredi, ses 15 élèves s'entraînent dur pour apprendre à danser dans les règles de l'art. Allez, salut, Kufatao. Une des légendes raconte qu'il y a un village qui était terrorisé par un vrai lion. Et les villageois, un jour, ont décidé de créer un faux lion. En fin de compte, c'est l'imagination des habitants du village pour chasser le mauvais lion, en fait, tout moi. Et c'est comme ça qu'est née la danse du lion. L'entrée du temple, devant moi. Premier salut, à gauche. Rotation. Comment je fais? Je croise. Parmi ses élèves, il y a Elodie. À seulement 14 ans, elle est déjà très motivée et passionnée par la danse du lion. Déjà, j'ai des origines chinoises. Ça fait que, on va dire que je suis un peu liée à ça. Et après, j'aime bien tout ce qui est sportif, etc. Et à chaque fois que je vois la danse du lion, en fait, je trouve ça extraordinaire. Donc, je suis fière de faire ça. Position. Il faut savoir qu'à l'époque, la danse du lion était martiale, c'est-à-dire qu'automatiquement c'était des clubs d'arts martiaux qui pratiquaient. C'est-à-dire que ça a été masqué pendant la révolution culturelle de Chine. Les arts martiaux étaient masqués par la danse du lion. Ce qui fait que ce côté très traditionnel, très respectueux envers les maîtres, s'est perpétué au fil du temps. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est vraiment une cérémonie qui se faisait il y a très longtemps et nous, en fait, c'est par respect, on continue à faire cette cérémonie en fait. Par exemple, pendant Nouvel An ou pendant Wendy, je voyais souvent les lions danser pour ces festivités-là, justement. Et je trouvais ça assez incroyable, le fait quand ils sautaient, etc., pour attraper la salade, et même les danses, ça me donnait vraiment envie.
Il y a souvent cet esprit famille parce que le Lion, avant tout, avant d'être une association, on est surtout une famille. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'on fait des prestations comme ça, on rigole, etc. et on partage plein de moments ensemble. Les élèves d'Alexandre doivent être prêts pour le prochain festival de danse réunionnais qui aura lieu dans 3 semaines. Certaines personnes ont fait l'effort de corriger les erreurs. J'incite les autres personnes à se corriger aussi. Après, quand je parle et je dis vos erreurs, ne la prenez pas à la légère, ne soyez pas vexés. Il faut vraiment que c'est pour votre bien en fait si je vous corrige. La danse, c'est vous qui allez la faire, c'est vous qui allez représenter le lion quand vous allez danser. C'est pas moi. La communauté chinoise représente 5% des Réunionnais. Mais si l'on n'est pas originaire de la Réunion depuis plusieurs générations, on peut vite se faire adopter. Surtout si l'on est un des graffeurs les plus célèbres de la planète. Voici le gouzou. Ce petit personnage surgit dans l'espace urbain réunionnais sous forme de graffiti. Il s'expose dans le monde entier et sa cote explose. Jusqu'à 3 000 € sa petite bobine. Il fait partie du paysage de l'île, au point que certains ne regardent plus les murs de la même façon. C'est quand même une œuvre, comme quand tu regardes un tableau d'autres maîtres, que tu regardes un Picasso, un Van Gogh, tu tombes sur le gouzou, ça, pour moi c'est la même chose, c'est l'émotion que ça me donne, pour un tas de raisons. Et en plus il est d'ici, tu te rends compte? Allez, on va faire les shows. Cela fait 20 ans maintenant que Jess et le gouzou font équipe ensemble, comme ce matin dans les rues de Saint-Denis. Ah bah c'est les gros passages là, c'est le front de mer, donc forcément les flics ils vont passer par là. Bon, on va essayer de faire un petit truc assez rapide, on va pas rester 2 heures sur le mur, vu que c'est quand même un lieu qui est quand même assez passant, là on est en pleine semaine, en plein après-midi. On va tâcher de rester 5-10 minutes et puis faire un petit clin d'œil. Je check un peu si une petite idée sympa à développer, à faire. On va rester sur un truc assez rapide. On verra bien. Allez, c'est parti. Le célèbre graffeur choisit des lieux particulièrement exposés. Pris en flagrant délit, il risque une forte amende. Son gouzou est devenu un symbole qui se moque gentiment des travers de la société. C'est vraiment au lycée où je suis tombé en seconde sur un bouquin, le Subway Art, qui retraçait un petit peu la vie de ces graffeurs new-yorkais et leur travail sur le métro. Et là, ça a vraiment été le gros flash, ce côté un peu underground qui me plaisait bien. En quelques minutes à peine, le gouzou a fait des petits. J'aurais pu en faire 7-8 supplémentaires, mais bon, là, j'ai pas envie de rester non plus 2 heures, donc voilà quoi. Pour rester le plus discret possible et assurer la survie de son petit personnage, Jess doit se cacher sous son chapeau pour rester anonyme. Le graffeur est né au Havre, mais il a choisi de vivre à l'île de la Réunion il y a plusieurs années. Ici, il a tout de suite pu imposer son style grâce à sa petite mascotte. Le fait que le gouzou n'ait pas de visage, ça permet à tout à chacun de se refléter un petit peu. Il y a un espèce d'effet miroir en fait sur mes peintures. Clairement, si j'étais resté en métropole, je suis persuadé que je ne peindrais pas la manière dont je peins, quoi. J'aurais certainement une peinture plus brutale, quoi. Et là, ce côté un peu réunionnais, un peu à la cool, et ça me plaît bien et je pense que ça se reflète vachement dans ma peinture. Aussi le côté très coloré et très explosif. Voilà. Ouais, le travail. Donc voilà, au fur et à mesure des années, j'ai accumulé des carnets, des conneries sur lesquelles je viens juste, donc des fois ils sont un peu plus travaillés. Quand je voyage, c'est un morceau de papier que je peux avoir sous la main et puis sur lequel je vais griffonner un truc et puis voilà. C'est vrai que j'ai un petit côté un peu sauvage en fait, du fait aussi de mon activité.
qui est toujours un peu borderline, on va dire. Donc du coup, c'est ce qui justifie ces accoutrements pour essayer de plus ou moins me camoufler. Du coup, c'est la nuit que Jace peut réaliser ses rêves les plus fous. Ce soir-là, c'est une opération commando. Pour faire exister son gouzou dans des lieux stratégiques, Jace va jusqu'à risquer sa vie. Notre graffeur masqué a repéré un mur qui borde la route des Tamarins, l'axe le plus fréquenté de l'île. Mais il fait nuit et le mur est très haut. Là, on est en partance pour le mur. C'est un mur qui est assez haut, donc de temps en temps, il faut sortir les grands moyens. Deux copains, dont l'un est pro de l'escalade, sont venus lui prêter main forte. Là, l'adrénaline, elle est là. L'accès au mur est compliqué et il faut éclairer le moins possible pour ne pas éveiller l'attention. Quand tu passes sur la route, t'as pas l'impression que c'est aussi haut. Hein. Excellent. Voilà, il y a 100 mètres carrés de fait en à peu près 1 heure, 1 heure et quart. Je pense que c'est un bel exploit, quoi. Dans les conditions dans lesquelles ça a été fait, voilà, c'est cool. On verra demain ce que ça donne, la visibilité de la route. Le lendemain matin, le gouzou est en fâcheuse posture, en équilibre au-dessus des requins. Jace s'inspire de l'actualité pour mettre son gouzou en situation. Mais l'artiste graffeur a déjà pris la poudre d'escampette pour exposer son gouzou aux 4 coins du globe. Belle réussite pour un gamin des rues. Si Jace a choisi de vivre à La Réunion, c'est pour le mélange des genres, une culture et un art de vivre que les Réunionnais s'attachent à préserver. À La Réunion, les traditions ancestrales se transmettent de génération en génération. Il y a celle des tisaneurs, une véritable médecine populaire locale, très utilisée par les Réunionnais. Ici, presque tout le monde y a recours. L'un des tisaneurs les plus connus de l'île s'appelle François Thibert. Agriculteur depuis 30 ans, il cultive ses fruits et légumes dans la montagne sur plus de 10 hectares. Une parcelle importante est réservée aux plantes médicinales et aromatiques. François est tombé dedans quand il était tout petit. À l'âge de 6 ans, il a attrapé la gale et c'est un vieux monsieur aveugle qui l'a guéri avec quelques branches. Depuis, cet amoureux de la nature a appris les vertus de plus de 200 plantes pour soigner et soulager différentes maladies, comme les maux de ventre. On va aller directement à casser un petit cœur de goyave comme ça, et puis mâcher. Mâcher vraiment le cœur si on n'a pas le temps d'aller faire bouillir ou quoi que ce soit. Ça aurait été encore mieux si on avait des petits fruits là-dessus. Casser le fruit et manger. Le tisaneur a introduit sur son terrain des dizaines d'espèces de plantes et d'arbustes endémiques et indigènes. Il en récolte les feuilles, les fleurs, les racines, les écorces ou encore les huiles. Pour chaque problème de santé, il faudra trouver les bonnes plantes. En matière de remèdes, François préfère rester humble. Ouais. Médecin, c'est un titre de quelqu'un qui a été faire des études, disons officiellement, et puis qui a été à faire passer des examens et tout ce qui s'ensuit. Moi, je pense que les personnes qui viennent vers moi, il y en a qui m'appellent docteur, mais c'est pas pour moi un titre qui... Non, je suis pas médecin, je suis seulement à connaître des plantes et puis à connaître l'utilisation des plantes. Les plantes ont connu un regain d'intérêt suite à un événement qui a marqué toute l'île en 2005. Près de 200 000 Réunionnais ont souffert de l'épidémie de chikungunya, soit près d'un quart de la population.
On a bien vu comment les gens ont eu recours aux plantes et à multiples plantes. Et dans les 4 coins de l'île, les gens avaient des petites recettes assez particulières. Et on a essayé beaucoup de plantes pour le chikungunya. C'était un moyen ancestral, c'est un moyen encore qui est à l'ordre du jour. Hier c'était le chikungunya, demain matin on ne sait pas, c'est pas à programmer ou à penser. Après la récolte, toutes les plantes ne sont pas encore prêtes à la consommation. Pour obtenir une bonne infusion, l'expérience du tisaneur joue un rôle important. Je ne sais pas si il y a un secret là-dedans un peu. Moi je pense que la dose y est pour beaucoup, donc la qualité de tisane, la qualité de la plante qui a été récoltée au bon moment, et après la prise vraiment pour ce que l'on doit se soigner. Faire attention à ne pas trop doser, surdoser. Là c'est une petite récolte, disons pour quelques mois. Dernier séchage avant de les mettre en sachet. Sur le marché de plein air de Saint-Gilles, les clients sont déjà nombreux dès le début de la matinée. Chaque semaine, François Thibert leur confie ses remèdes. La dose pour la journée, tenez, on trempait d'abord, ensuite bouillir 7 minutes. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 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 ça fait 4 semaines là-dedans, un petit peu en plus. Moi, je me prends beaucoup d'anti-inflammatoires, pas mal de choses. On préfère prendre la tisane mieux que les comprimés. Ça fait une semaine que je suis enrhumé, un peu malade, et je prends des gouttes depuis une semaine et ça ne me fait rien. Et du coup, je connais, j'ai déjà eu affaire à ce monsieur et ça avait plutôt bien marché. Là-dedans, vous pouvez mettre un petit bout d'oignon si vous avez, un petit gousse d'ail si vous avez, du bon, l'ail plutôt de préférence moins traité possible. Et une fois que ça a été filtré dans une bonne tasse chaude comme ça, vous mettez une cuillère à café de ça, bien remuer ça, et une cuillère à café de ça. Une fois utilisé ça au frigidaire. Bien mélanger ça. Une cuillère à café dans chaque tisane, matin et soir, à chaque fois que vous faites la tisane, cette tisane-là. D'accord ? Les gens ils reviennent parce qu'ils ont trouvé leur compte là-dedans. Madame, vous allez mettre comme ça à bouillir pour 1 litre d'eau. Vous avez enregistré là, vous avez une bonne mémoire. Allez, je vous donne un petit papier qui va avec là. Oui, c'est bien, merci. À l'autre bout du marché, Bernadette fait ses courses avec Céline, sa belle-sœur. Les 2 femmes sont chargées de préparer le pique-nique familial du dimanche, une véritable institution à La Réunion. Une jolie patate pour faire un gâteau. Les gens, après la semaine de boulot, ils aiment se retrouver ensemble pour partager le pique-nique. À l'image du métissage culturel de ses habitants, la cuisine colorée et épicée de La Réunion mêle de multiples influences. Fabrication pays. Oui, oui, j'ai déjà vu ça sur Facebook, mais jamais vu de mes yeux. On est 2 là. Au menu, la famille de Bernadette partagera entre autres un curry, un plat en sauce typiquement créole. Qu'est-ce qu'on va faire encore? Un rougaillement, beignet de chou-fleur. Qu'est-ce qu'on a dit? Gâteau, il y aura gâteau patate. On va faire un ponche pays, un pique-nique créole, un pique-nique partage. C'est un moment de détente, c'est un moment d'évasion. Et en famille, que ce soit avec des amis, on va déstresser. Là, on va oublier le travail, on va pouvoir se reposer, on va manger, on va boire, on va faire la fête. Le lendemain, les familles arrivent tôt le matin pour investir un kiosque, un des espaces spécialement aménagés sur l'île pour pique-niquer. Ces kiosques sont nombreux, mais visiblement pas assez pour tous les adeptes du pique-nique à La Réunion. On est venu tôt, justement pour avoir la place. Parce que lorsqu'on est arrivé, il y avait déjà 3 kiosques de prix. Il y en avait qui étaient déjà là, ils ont réservé les kiosques, donc on a dit on vient de bonne heure, au cas où. On n'aurait pas trouvé de kiosque sinon. Hein. Et il y en a qui sont là depuis la veille, il y a des gens qui sont là depuis la veille aussi. Hein. Ils ont réservé le kiosque, ils ont dormi sur place.
on a privilégié la table là pour préparer les épices. Notre kiosque, il est là-bas et on a le feu. C'est Michel, le compagnon de Bernadette, qui prend place au fourneau. Toujours un monsieur qui cuisine, madame, il trouve le goût le mieux. Il dit si monsieur fait la cuisine, et le plus meilleur, le goût le plus meilleur, il met en mieux. Ah, sur les épices, un peu pour rougail saucisse. Il laisse aller mijoter, bien prendre son temps, bien mijoter sur le feu, il appelle ça. Moi, le feu, il prend bien le goût de vin. Et c'est à tout mettre pas trop d'huile, hein, parce que après les gras. Après un petit peu de safran aussi, cuir qui marque pour donner la couleur. Voilà. Pour pas rater le curry, il faut bien prendre le temps, bien prendre le temps, bien apprécier Ali, bien préparer, parce que sinon ça il rate. Parce que s'il a raté, il est mort. Plusieurs générations se retrouvent en pleine nature autour d'un vrai repas, comme à la maison. Pas à terre. Pas à terre. À table! Où est-ce que vous êtes? Où ça il est? Mais il est vrai ou ça, Michel? Pour nous, c'est pas un pique-nique si on emmène des sandwichs. Ah non. Non, c'est pas créole. Je sais que c'est pas créole. Non. Les pique-niques qu'on fait sur place, ça a toujours été comme ça, c'est traditionnel. J'ai toujours connu les pique-niques créoles comme ça. Tout était cuit sur place, on n'emmenait rien cuit de la maison. Donc on a continué comme ça pour ceux qui étaient habitués, mais je pense que tous les créoles sont habitués comme ça aussi, hein, à tout faire cuire sur place. Puis pour qu'on perde les bonnes habitudes, hein, on continue avec les bonnes habitudes. Même si c'est du boulot de faire cuire sur place et tout, mais c'est pas grave, c'est bien quoi. C'est pas bon. C'est comme ça, c'est bon. On peut se retrouver entre familles, mais c'est pas toujours les mêmes membres de la famille. Et là, bon, ben, c'est une occasion. La famille qu'on n'est pas tout le temps ensemble. La belle-fille du Sud, qu'on n'a pas l'habitude de manger ensemble. Donc là, on se retrouve. Un petit partage entre familles. Et les enfants, c'est à tous les là, la madame, et le neveu, le cerf, tout cela. Ben, voilà, c'est une ambiance de famille. Une ambiance familiale, on appelle ça la réunion. Et manger en plein air. Oui. Il y a beaucoup de créoles qui mangent avec la mer. T'as gardé les trucs des traditions. Chez toi aussi, tu manges comme ça? Oui. Ouais, mais c'est bien. Et comme le veut la coutume, le repas se termine en musique, au son des tambours. La danse est très présente sur l'île de la Réunion. À Saint-Denis ce dimanche-là, c'est le jour de la Réunion des danses, un festival multiculturel qui a lieu une fois par an. Flamenco, hip-hop, salsa, zumba, country, chaque culture va faire la démonstration de sa danse d'origine. Pour Élodie, qui s'est beaucoup entraînée, c'est un grand jour. C'est une fierté, surtout pour les Chinois. Par rapport à l'histoire, c'est le lion, le dragon, c'est ce qui apporte la prospérité aux familles chinoises, etc. Donc ouais, c'est une fierté. Ils arrivent, ils montent. Fata au salut. Après Fata au salut, je prends ma position. C'est le dragon qui rentre. Donc après, voilà. Un truc du genre. Élodie et sa troupe sont maintenant prêts pour le spectacle. Alors, le temps que les lions prennent place, je vous laisse admirer la beauté de leur costume pour conjurer le mal.
La Réunion, c'est aussi cette course incroyable, le Grand Raid, une des courses à pied les plus dures au monde. Cette course est surnommée la Diagonale des Fous. Elle a lieu une fois par an. Les participants de toutes origines qui traversent l'île depuis plus de 20 ans l'ont fait entrer dans le patrimoine culturel et sportif de la Réunion. La règle est simple. Les coureurs ont 3 jours pour traverser toute l'île sur 170 km. À eux de gérer leur course, leur rythme et leur sommeil. Sur plus de 2000 participants, la moitié abandonnera. Pendant 3 jours, les Réunionnais vivent au rythme de cette course. La plupart arrêtent de travailler et s'y consacrent jour et nuit. Thierry Técher passe tous ses dimanches à s'entraîner pour le Grand Raid. Il est considéré comme une légende vivante sur l'île. Il a déjà gagné la course 2 fois et elle lui a sauvé la vie. Disons que le sport, ça m'a permis de m'en sortir de la drogue par elle-même. Avant, j'étais drogué et le fait de faire du sport, ça m'a permis de sortir de cet engrenage de mort. Pour Carole Locke, en revanche, c'est une toute autre histoire. On se retrouve... À 48 ans, c'est sa première participation au Grand Raid. Elle arrive de Suisse et là-bas, elle s'occupe d'enfants malades du cancer. Si elle court cette année, c'est pour ceux qui sont partis trop tôt. Elle est soutenue par Roland, son mari. Je pense que c'est vraiment un défi énorme. Il le répète partout, c'est la plus difficile. Mais j'ai beaucoup travaillé pour, donc j'ai envie. Maintenant, je suis vraiment dans une dynamique d'envie, parce qu'on en parle depuis longtemps, parce qu'il y a beaucoup de monde aussi à la maison qui est derrière moi. Et que Roland est là, j'ai envie de partager ça avec lui aussi. C'est le grand jour du départ. Dans quelques minutes, à 22h pile, la foule de participants va s'élancer dans les montagnes et les sentiers escarpés de la Réunion. Nous sommes à 43 minutes du grand départ et au milieu de ces 2727, on a retrouvé Thierry Técher. Il faut chercher parce que il fait partie de ces Réunionnais sur qui reposent les meilleures chances de succès. On va arriver, je vais faire ce que je peux. Thierry Ouais. Merci. C'est pareil. Sur la ligne de départ, le passé de Thierry refait surface. L'éducateur sportif qui l'a aidé à se réinsérer est là pour l'encourager. On voit, il est en pleine forme là. Comme un lion en cage là, tu vois. Un vieux lion. Un vieux lion. Ok, bon allez, bonne chance. Pendant que Thierry se prépare, Carole le dossard suisse va puiser quelques forces. Merci. Là, j'ai des gens que j'ai jamais vus qui m'encouragent, comme si on était amis depuis toujours. Ouais, ça fait chaud, quoi. Ça fait très chaud. Les 2500 participants sont prêts à se jeter dans la course. Nous retrouverons Thierry et Carole au petit matin. Les coureurs traverseront l'île du sud vers le nord et emprunteront les célèbres cirques. La Réunion en possède 3 dans ses entrailles. Ces enceintes naturelles à parois abruptes ont été sculptées par les pluies diluviennes et la forte érosion. À l'intérieur des terres, à 1200 mètres d'altitude, le cirque de Sillaos semble isolé de tout. Pourtant, il abrite un petit trésor. Son village est réputé dans le monde entier pour ses lentilles. Appelé le caviar réunionnais, ce légume sec est considéré comme un produit de luxe vendu jusqu'à 12 € le kilo. Cette lentille est connue pour son goût exceptionnel et unique, grâce à l'exposition géographique des terres de Sillaos. Ici, l'ensoleillement est exceptionnel. Il est régulé par les alizés chargés d'air frais venus de l'Antarctique. Les premiers habitants se sont mis à cultiver la lentille au milieu du 19e siècle. Aujourd'hui, pour sauvegarder ce patrimoine,
ils ont créé une association des producteurs de lentilles de Cilaos. Rochefeuille, bonjour. Jannick Gontier vient rendre visite au cultivateur Daniel Rochefeuille. On essaie de récolter, normalement on lui laisse me ramasser, mais des jours là, puis il a tombé, il n'y a rien ramassé. Le problème après c'est quand il arrive sur la fin d'octobre, les premiers jours de novembre, c'est la pluie. Ah ouais, là, donc la saison des pluies commence à arriver. Donc la saison cyclonique commence le 15, donc 15 novembre. Donc là on est le 30, donc on est vraiment dans la limite. Donc là on a encore quelques jours de beau temps, mais après pour la lentille c'est pas bien. Donc plus il pleut, donc ça va noircir, ça va germer rapidement. Et donc pour la récolte ça va être bien. Mais pour arracher, nous sommes obligés d'arracher à la main, la fin de machine va arracher. La machine, c'est nous. Daniel va se courber toute la journée pour récolter ses dernières lentilles de la saison. Si la météo est bonne, il en aura 400 kilos. Une fois ramassées, les lentilles doivent sécher plusieurs jours. Daniel procède ensuite au battage, une méthode pour séparer la lentille du reste de la plante. Il le fait à la main, de manière traditionnelle comme ses ancêtres. Quand on a fait une batte, il faut tirer la paille dessus. Comme ça. Ça déjà, n'a plus de gousse dessus. Ça l'est déjà bon, ça il peut mettre par terre. Comme ça. Après là il reste les grains comme ça. Il faut serrer le vent naturel. Si le vent est le bienvenu, cette main-d'œuvre indispensable demande des heures de travail et de patience. Si cette étape est encore à 80% manuelle, la finition, elle, est mécanisée. Jannick se rend maintenant chez Christian Turpin. Ce cultivateur va nettoyer ses lentilles grâce à une machine qui a révolutionné le travail des producteurs de lentilles. Apparu il y a une quinzaine d'années, ce trieur séparateur va être beaucoup plus précis que la main de l'homme pour le triage final. Cette machine a rendu ce travail moins pénible, tout en améliorant la qualité de la lentille. Contrairement au nettoyage manuel, la machine récupère tous les petits cailloux présents dans la récolte. Les cailloux qui restent qu'on a enlevés. Donc la lentille. Le spécial de la lentille de Cilaos, c'est le goût. Il y a une différence de goût avec les autres. Toutes les lentilles sont bonnes, mais je préfère la mienne. Après toutes ces étapes, les cultivateurs obtiennent enfin le fameux caviar réunionnais. Les lentilles de Cilaos font partie des légumes stars du restaurant de Cyril Lebon. Pour lui, la lentille cultivée sur l'île, c'est d'abord un régal à cuisiner. Elle a une cuisson vraiment qui est extraordinaire. On les a d'abord cuits à la vapeur, 45 minutes à 100 degrés. Et puis donc après on va les roussir donc avec un petit peu d'ail, un petit peu de gingembre, du curcuma, un petit peu de thym. Voilà, donc on va faire revenir tout ça légèrement, on va mettre les lentilles et puis on va les laisser réduire jusqu'à ce que ce soit une crème. Les lentilles de Cilaos accompagnent les nombreux plats locaux que propose Cyril à sa carte. Comme ici avec ce curry et riz pilé, présenté sur feuilles de bananier. Bon appétit, ça va, ça se passe bien, mesdames, dames? C'est excellent, excellent. En cuisine, un autre produit de la gastronomie réunionnaise est incontournable. Le curcuma. Surnommée la poudre d'or, cette épice au fort pouvoir colorant donne sa couleur jaune au curry. Le curcuma est cultivé en Asie,
mais il a été planté dans le sud sauvage de l'île avec l'arrivée des communautés indiennes à La Réunion. Depuis des décennies, des générations de planteurs se succèdent pour cultiver cette racine. Autrefois, la culture des épices avait fait la prospérité de l'île. Mais des cyclones ont ravagé la plupart de ces plantations fragiles. Aujourd'hui, certains cultivateurs résistent et continuent de cultiver cette épice aux vertus insoupçonnées. Mémé Rivière est l'un d'entre eux. Avec ses 4 hectares, il en récolte près de 4 tonnes par an. Voilà, les rhizomes se trouvent à 10 cm sous terre. Donc là vous avez les doigts qui ressemblent un peu au gingembre, sauf il est de couleur jaune-orange. Là c'est une racine qui a 2 ans, car on récolte le curcuma tous les 2 ans. Les cantines scolaires se sont mis aussi à la cuisine, je dirais, métropolitaine, aux plats européens, qu'on n'utilise pas vraiment de curcuma, alors qu'à l'époque, c'était nous, à l'école, que des caries tous les jours. Donc tous les jours, on en mettait du curcuma. Et voilà, ça a disparu. Et bon, il faut savoir quand même, à La Réunion, la consommation de curcuma est aux alentours de 50 à 60 tonnes par an. Pour Mémé Rivière, producteur de père en fils, cette petite épice jaune, c'est une histoire de famille. Réputé pour son curcuma de luxe qu'il extrait de la racine, le cultivateur a conservé presque toute la méthode de fabrication artisanale. On va enlever ces petites racines, donc ça se fait une par une. On va obtenir ce genre de cossette, vous voyez. Voilà. Et là, on a la partie la plus concentrée. Voilà. Donc, pareil, ça va être mis en cossette. Voilà. Là, on voit son, vous voyez, là, on voit son jus. Autrefois, c'est le soleil qui se chargeait de sécher la racine. Et par beau temps, il fallait jusqu'à 5 jours. Aujourd'hui, Mémé Rivière est équipé. Avec son four, il gagne du temps et obtient un produit de meilleure qualité. Les UV abîment les molécules. Vous voyez là, il est carrément dans le noir. Donc voilà, il va se déshydrater tout doucement, 3 jours disons. Et quand il sort là, il n'est pas brûlé, vous voyez. Une fois séché, le curcuma va être réduit en poudre pour la consommation. Cette épice originaire d'Asie est utilisée en Inde depuis plus de 4000 ans. Elle est reconnue pour ses puissantes propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. Je vais mettre en... Ah là c'est du super ça. Ça on va mettre vraiment dans les plats un tout petit peu. Et puis les gens qui prennent ça au niveau médicinal, voilà, ils auront un très bon curcuma. Ah, belle couleur, bon parfum. Ah oui, ouais. Poudre fine. Non loin de là, dans les montagnes, nous retrouvons le mari de Carole qui court le Grand Raid. Il a prévu des vêtements de rechange pour elle et de la nourriture. Au premier ravitaillement au pied du volcan, on compte déjà une centaine d'abandons. Carole pointe le bout de son sac à dos à 6 h du matin. Elle a marché 8 heures, parcouru 35 km et malgré les conditions météo, le moral est au beau fixe. J'ai rempli en fait avant. D'accord.
Je viens d'un pays où il pleut quand même souvent, donc voilà, ça ne va pas plus embêter que ça. C'est reparti. Il change pas rien pour l'instant. Tu veux pas? Au même moment, Thierry Técher a déjà parcouru le double de distance. Il est dans les 10 premiers. Thierry est boosté par son fan club, sa femme et ses enfants sont ses premiers supporters. Ouais, m'apprend là-bas. Vous avez un peu de soupe, mais donne-moi taille big le sandwich. Parce que là... On va commencer à battre. Tiens, mais donne-moi un peu de soupe là. Tiens. Mais un peu de... Quoi, pardon. Produit. Oui. Thierry Técher, oui, est avec moi, le 2644. On est au bloc, il vient juste d'arriver. Thierry, comment il est la forme? Elle est fatiguée, là. Les vieilles jambes, les bloquées avec le froid. Ça fait un temps aux oreilles, même temps. Ah bon? Comment il était cette nuit? Très dur. Pourquoi dur? C'est quoi les plus grosses difficultés? Ah ben, on a gagné l'appelé en fin de compte, pardon. On a gagné l'appelé tout le long, quoi. Voilà, et les gens ne répondent pas, l'appelé ne répondent pas. Hein. Bon, ça va, on n'est pas trop fatigué, mais moi, mais tout en forme. Ah ben non, ça, je parlais à vous. Voilà, il continue. Allez, en tout cas, moi, je suis fière. Vraiment, moi, je suis contente. De toute façon, j'adore ça. Alors, si je faisais plus grand rêve, je crois qu'il me manquerait quelque chose en année. C'est comme un Noël pour les enfants. Ben, moi, c'est mon Noël à moi, le Grand Raid. La magie du Grand Raid, ce sont aussi ces paysages à couper le souffle, comme ici avec le cirque de Mafate. Ce cirque est coupé du reste du monde. Pas de réseau routier, mais des sentiers abrupts sur 140 km. Quant au cirque de Salazie, on peut y découvrir les plus belles cascades de l'île. Thierry Técher et le peloton de tête doivent maintenant les traverser. Après moins de 22 heures de course, c'est l'hécatombe. Pour certains, si le mental est bon, ce sont les pieds qui lâchent. C'est la boue qui fait ça. Ça fait gonfler la peau, ça fait faire des crevasses et la boue elle rentre dedans. C'est une horreur. Vous repartez? Non, je peux même plus marcher. C'est la fin de la journée et après 23 heures de course, c'est le coup de théâtre. Thierry Técher est stoppé net. Il est à 3 heures de l'arrivée, 7e au classement. C'est l'abandon. Ouais. En plus, je fais une bonne. Ouais, c'est... Puis il fait mal. C'est... Bah oui, hein. C'est les aléas du sport, hein. Ça va faire. On va profiter pour prendre ma retraite. Voilà. Ça arrive pas, non, ça, j'arrive pas à éteindre ça. Je peux plus poser le pied par terre, quoi. Ça me fait mal atroce. Ouais, c'est atroce, ça me fait mal. Ça fout les boules parce que mobiliser tout ce monde, hein. J'ai mobilisé ma famille, mes amis et tout, et voilà, et c'est pas grave. Je restais plus avec ma famille. Le lendemain, Roland continue son marathon, tandis que Carole gravit toutes les montagnes. Un coca et tu repars tout de suite. Boostée au soda, elle entame sa 40e heure de course. En mode radar, elle n'a plus que quelques heures pour parcourir les 20 derniers kilomètres. Sinon, elle est disqualifiée. T'as tout ce qu'il faut? Est-ce que je te trouve à l'arrivée? Où tu veux? Oui, pareil. Enfin l'arrivée à Saint-Denis. Difficile de ne pas croire au mirage. 3 jours et 3 nuits se sont écoulés. Le gagnant de la course a raccroché les crampons depuis longtemps. Il a mis 26 heures pour parcourir les 170 km. La moitié des concurrents a abandonné en route. Au bout de 61 heures et 30 minutes, le tandem suisse fait une arrivée triomphale. Le mental de Carole a été son carburant.
Carole est exténuée, mais elle a gagné son pari. C'est fait, mais non, il n'y a rien d'exploit là-dedans. Pendant que la Réunion célèbre ses sportifs, la communauté indienne, qui représente un quart de la population réunionnaise, célèbre le Deepavali. Cette fête religieuse très populaire est fêtée dans le monde entier par le peuple indien. À La Réunion, elle est devenue au fil des années une des plus grandes manifestations de la communauté tamoule. Appelée également Fête de la Lumière, le Deepavali se clôture par une immense procession de chars et de danses indiennes dans les rues. Pendant une semaine, les fidèles vont aussi partager des rites, comme ici, avec cette rosace qui a une forte symbolique. C'est fait avec la poudre de riz. La poudre de riz, ça sert de nourriture aussi pour les fourmis, les oiseaux. Voilà. C'est un partage. C'est un partage. À travers ce colombe, il y a le partage, la bienvenue, l'envie d'échanger, partager, communiquer. Voilà. Une transmission, il faut que les enfants, voilà, il y a une relève et les enfants, en grandissant, vont refaire pareil dans leur propre famille, quand ils seront mariés. Voilà. Et puis la tradition reste, elle ne se perd pas. La couleur, lors des festivités, c'est pour exprimer la joie, donc forcément il y a la vie, à travers la couleur jaune qui est importante. Le jaune, c'est la lumière. Le Deepavali symbolise le retour du seigneur Rama après avoir vaincu Ravana. J'ai mis du camphre. Cette victoire du bien sur le mal est symbolisée par la lumière sur l'obscurité. Alors, on va allumer le feu sous la marmite. Voilà, on va laisser l'huile chauffer. À l'occasion du Deepavali, les familles confectionnent des gâteaux et des friandises avec des recettes qui se transmettent de génération en génération. Du lait, de la cardamome pour parfumer le gâteau, un peu de levure pour faire gonfler et de la banane. On met tout ça dans un bol et on tourne. Voilà, vous voyez la consistance? Il faut que ça soit pas trop liquide, pas trop voilà. solide. D'accord, il faut que ça soit fluide. On utilise les gâteaux sucrés pour Shakti, pour le dieu Shakti, et pour les gâteaux salés, le dieu Shiva. Voilà, l'huile est chaude, on a mis... Et en fonction des goûts, on peut rajouter des ingrédients? Oui, on peut rajouter le coco, les raisins secs, coco râpé, raisins secs, des ananas aussi, des morceaux d'ananas. Et de l'eau de rose. L'eau de rose? Il y a quel goût? Ce que j'aime dans cette fête, c'est vraiment un rassemblement de toutes les communautés, mais pas uniquement la communauté indienne, mais c'est vraiment un rassemblement, c'est un moment de partage, d'échange, de tout. À la tombée d'une nuit sans lune, les fidèles illuminent les rues et se retrouvent pour faire la fête. Là, c'est un maquillage simple. C'est pas du tout le maquillage pour danser. Donc, c'est un maquillage, on va dire, de star. C'est tout. Simple présentatrice. À peine reconnaissables, les autres femmes indiennes entièrement maquillées et en tenue traditionnelle pour l'événement vont faire le show. Vous avez vu le Mohiniyattam. Et maintenant, c'est l'Odissi. L'Odissi vient de l'état d'Orissa.
à l'est de l'Inde. Vieille de plus de 2000 ans, la danse tire son origine du culte de Krishna. La volonté de partager avec le public, d'essayer d'établir le lien, qu'on appelle le rasa dans la danse indienne, de pouvoir communiquer. Voilà. Composé de textes sacrés. Cette fête symbolise à elle seule tout l'esprit qui se dégage des habitants de l'île. La volonté de partager leur culture. Hey